Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du journal d'un bodybuilder, ici LMF, étudiant et culturiste naturel, et comme d'habitude les amis, c'est un véritable plaisir de vous accueillir sur un nouvel épisode du journal d'un bodybuilder. J'ai totalement perdu le compte à ce stade, mais je suis trop content de vous retrouver en cette période caniculaire pour la deuxième partie de notre épisode sur le fait de passer le moins de temps possible en salle. Et quelle période en fait pour faire ces épisodes, parce que bon, je sais pas chez vous, mais en tout cas de mon côté là, dans les salles que je fréquente d'habitude, les deux Basic Fit que j'ai l'habitude de fréquenter, il fait de plus en plus chaud et il ne fait pas bon passer du temps en salle. Voilà, c'est dur à dire, mais en pic 2026, il ne fait pas bon passer du temps en salle. En fait, il ne fait pas bon passer du temps, en fait. Il fait bon, genre prendre une douche. Il fait bon aller marcher le matin à 5h. Activité gotée, parce que 1, il n'y a personne. 2, il fait relativement bon. Il fait un tout petit peu plus frais que d'habitude, mais sinon, à part ça, il y a peu d'activités qui sont agréables. Et même dans le contexte, en fait, d'aller s'entraîner, je dirais même que c'est ultra désagréable de s'entraîner dans la chaleur, en écoulant, bref. Mais on va reprendre le fil de ce qu'on disait la dernière fois, de mémoire, pour vous raviver un petit peu ce dont on avait parlé. On avait traité de la façon dont vous pouviez raccourcir le temps de votre séance en utilisant des leviers hors training. Donc tous les leviers que je pouvais essayer de déterminer à partir moi de mon parcours, de mon feedback, de ma data sur le péritraining, donc ce qui va entourer l'entraînement et qui va vous permettre de raccourcir la durée de votre session. Donc c'était des petits conseils, des petits trucs. Je vous invite à aller écouter l'épisode si ce n'était pas encore fait, et même, soyons fous, à aller mettre les 5 étoiles sur Spotify et à aller vous abonner sur YouTube au journal d'un bodybuilder, activer la petite cloche pour ne rien rater. Bref, vous connaissez déjà. N'hésitez pas à le faire vraiment, ça fait grossir le podcast et c'est trop chouette. Mais donc maintenant on arrive sur la deuxième partie. La deuxième partie, c'est vraiment à mes yeux, ce qui va permettre d'aller chercher des meaningful differences. Donc ce qui va permettre de compresser tout simplement votre entraînement, parce que ça va toucher à ce que vous allez faire dans le gym. Toutes les actions que vous allez mener à l'intérieur du gym. Donc maintenant on parle plus de nutrition, de sommeil, de gestion du stress, blablabla. On est dans le bail, quoi. Et on va regarder ce qui se passe concrètement pendant votre séance pour réussir à aller chercher des trainings qui soient denses, efficaces et plus courts. Donc je vais partager avec vous 4 éléments, 4 leviers qui vont vous permettre de compresser le temps d'entraînement et qui m'ont permis, moi, de mon côté, dans mon processus, sur les précédents mois, d'aller passer de training qui durait entre 1h30, 2h à des sessions qui peuvent aller de 35 minutes à 1h05, 1h10, 1h15, 1h30, selon en réalité mon niveau de concentration, principalement. C'est ce qui va faire la différence. Mais bon, je ne vous spoil pas, on y va petit à petit et on va commencer par le conseil en fait qui va nous permettre de faire la transition entre ce qu'on a dit dans l'épisode précédent et ce qu'on a dit et ce qu'on va dire maintenant en fait. Et ce conseil un peu préliminaire, c'est celui de prendre la décision avant d'entrer. Je pense qu'il y a quelque chose que les meilleurs athlètes ont en commun avec les meilleurs chirurgiens, genre les meilleurs pilotes et tout. Et c'est un peu anecdotique, mais c'est assez révélateur. Et je me souviens de Steve Jobs qui disait ça, que lui, il mettait toujours le même col roulé, noir tous les jours. Et toutes ces personnes ont la particularité d'avoir éliminer les micro-décisions inutiles des actions qui doivent mener le plus efficacement possible. Typiquement, je vois mal un chirurgien en fait prendre des micro-décisions pendant que vous savez qu'il est en train de manipuler le corps d'un patient et tout. Je pense que c'est genre sur le moment quand t'es dans le truc, ou même Steve Jobs avec le fait de supprimer la friction, de choisir des vêtements et tout, on peut se dire que c'est extrême, mais en soi c'est une forme aussi d'hygiène cognitive. Genre chaque décision, aussi petite soit-elle, va consommer
de la ressource, va consommer de la bande mentale, et cette ressource, elle est assez limitée. Encore plus dans le contexte du gym, où en fait, on va être dans un environnement où on va se malmener, en fait. On va travailler dur. Et donc, toute hésitation à l'intérieur de la salle, genre quel exercice je fais ensuite, combien de sets je vais faire sur cet exo, est-ce que je change l'ordre des exercices, en fait, c'est une forme de temps mort cognitif, je pense. Donc, c'est pas anodin, parce que toute la ressource cognitive qu'on a, on se retrouve en fait à la dépenser, à décider de ce qu'on va faire en salle, alors que c'est quelque chose qui aurait dû être fait en amont. Et donc, à mes yeux, il faut réussir à éliminer cette dépense d'énergie cognitive dans le gym. Parce que dans le gym, on a besoin de précision, on a besoin de concentration, et on n'a pas besoin de perdre du temps en fait à réfléchir à sa séance, à réfléchir même à ce qu'on va faire après sa séance. Raison pour laquelle le fait de compresser ce truc dans le temps permet de garantir en fait que voilà, on va être focus, on va être locked in pendant une période certes plus courte, mais pendant laquelle notre taux de concentration va pouvoir aussi être plus intense. Et je crois qu'il y a un psychologue qui en parle. J'ai préparé l'épisode, les amis, j'ai fait des notes. C'est le psychologue Daniel Kahneman, qui a été prix Nobel d'économie notamment, et qui décrit 2 modes de fonctionnement du cerveau. Il parle d'un système 1 et d'un système 2. Et donc il y a le système 2, qui est genre lent, délibératif, qui est coûteux, et c'est le système en fait qui planifie, qui résout et qui nous permet en fait juste de réfléchir, d'organiser, de mettre les idées en place dans notre tête. Et à l'inverse, il y a le système 1 qui relève, je pense, davantage de l'habitude et qui est rapide, qui est fluide et qui est automatique. Et c'est en gros le système qui exécute quelque chose qui a déjà été décidé en amont. Et je pense qu'avec ce cadre d'analyse, ce qu'on peut se dire, c'est que l'objectif en salle, pour nous, en tant qu'athlète impliqué dans notre training, le goal, c'est d'être entièrement en système 1. Genre vraiment zéro place à la réflexion, zéro place au doute. Littéralement, moi j'arrive au gym, la première action que je fais, c'est que je vais vers la machine de Yanga Water. Genre vous savez, la boisson un peu sucrée pour les enfants de Basic Fit là, et je me coule toujours le même parfum de Yanga. Ensuite je passe par les toilettes, je vais au vestiaire et bam, j'enchaîne ma séance. Mais enfin voilà, il y a zéro décision. Pour moi quand j'arrive, c'est Yanga goût pineapple. Et c'est parti. Et normalement, si vous avez fait bien votre travail ou si votre coach a bien fait son travail, tout ce qui relève du système 2, tout ce qui relève de la prise de décision a déjà été fait en dehors du gym, en amont du gym, au calme, lors de périodes dédiées à la planification. De sorte que dès lors que le programme n'est pas une simple liste d'exercices, non, je me suis perdu. En fait, le programme ne doit pas être genre une simple liste d'exercices. Il faut que tout soit décidé avant d'entrer. Genre l'ordre de vos exercices, les charges, les temps de repos et les alternatives aussi. Genre si une machine est occupée, ayez déjà sous le coude une alternative, quelque chose que vous pouvez faire à l'extérieur pour essayer de gaspiller le moins ces précieuses secondes en soi. Parce que même entre 2 exercices, normalement, vous devriez être sur des temps de repos, donc vous devriez être en train de récupérer activement. Et pour moi, voilà, la première chose, ça va être le fait d'économiser votre capacité à prendre des décisions, tout simplement. La salle n'est pas l'endroit où vous devez réinventer le bodybuilding, réinventer votre pratique. Faites ça en dehors du gym. Genre vraiment, je pense que c'est important. Et moi, à titre personnel, ça m'a permis, d'exécuter mes séances sans réfléchir. Je sais que c'est plus challengeant. Ça implique également des temps de repos qui sont plus courts. Mais je pense que c'est le prix à payer pour avoir des séances qui ne durent pas 2 heures et plutôt genre 1 heure. Hein. 1 heure et quart. C'est beaucoup plus agréable et beaucoup moins cramant aussi, intellectuellement. Deuxième élément. On va parler de l'architecture de votre séance. Je pense que cette idée, elle est... En fait, c'est une forme de métaphore. Parce que en soi, vous voyez un urbaniste, les gens qui réfléchissent à la façon dont les villes se structurent ou à la façon dont, on va créer une rue, typiquement, pour qu'il y ait du vent qui vienne, et pour que l'endroit soit agréable. L'urbaniste, il va penser au flux, au déplacement, à la façon dont les espaces vont dialoguer entre eux. Et je pense que la conception du gym, la conception d'une séance, elle doit obéir d'une certaine façon à la même logique. En pratique, ça signifie qu'il vous faudra aménager votre séance en fonction de l'espace physique de votre gym.
Typiquement, quelles sont les machines proches l'une de l'autre? Si par exemple entre votre développé incliné et votre développé couché, vous avez besoin de marcher tout l'ensemble du gym, marcher pendant 1 minute 15 pour aller à l'autre bout du gym, je pense pas que ce sera votre architecture de séance, je pense pas qu'elle soit bien réussie typiquement. Comment est-ce que vous pouvez enchaîner 2 exercices en superset sans traverser toute la salle? Encore une fois, comment est-ce que votre déplacement dans le gym il peut être le plus fluide possible et évacuer toute forme de friction? Par ailleurs, ici aussi, on voit que dans cet aspect d'architecture de votre séance, il peut y avoir très bien des supersets antagonistes et agonistes, typiquement entraîner les biceps et les triceps en même temps sur une station de poulie par exemple, ou faire des élévations latérales et en même temps faire des abdominaux, mais il y a beaucoup de choses qui vont dépendre en fait de la façon dont votre salle est aménagée, si elle est bien aménagée, si elle n'est pas bien aménagée. D'où l'intérêt pour moi aussi de bien connaître les gyms dans lesquels vous vous entraînez. Moi je m'entraîne toujours à Basic Fit, les Basic Fit ils sont toujours foutus un petit peu de la même façon. Et typiquement, c'est un avantage comparatif parce que quand j'arrive dans un basique, je sais que ici il va y avoir telle machine, ici il va y avoir un tirage et en même temps une machine de poussée. De sorte que si je veux faire ma séance en 35 minutes en faisant des supersets agoniste-antagoniste, c'est possible parce que je connais la salle et parce que je suis capable de gérer au mieux mes déplacements dans la salle. Ce que vous voulez en fait, c'est avoir une séance qui n'est pas saccadé. Genre vraiment, je trouve la pire chose, c'est d'être dans sa session et d'être arrêté H24 parce que la machine n'est pas libre, parce que y a une daronne qui prend 25 ans et qui vous bloque le passage parce qu'elle discute avec ses amis. Enfin voilà, idéalement vous devriez être dans une séance qui coule en fait, un truc naturel, un truc en fait qui avance et qui se heurte, genre pas à un mur, ce qui est hyper frustrant, c'est quand votre mur il est logistique, genre quand vous devez aller à l'autre bout du gym pour aucune raison, ou même typiquement dans ça, le fait de devoir aller uriner, devoir aller H24 aux toilettes, pour moi ça relève un petit peu de l'architecture de votre séance. Du coup, construisez des séances qui soient réfléchies, qui soient intelligentes, qui valent la peine en fait d'être faites. Et ici, ça relève vraiment de l'environnement, donc certains vont dire que j'exagère, l'environnement c'est pas si important, blablabla. Mais moi je pense que quoi qu'il en soit, en fait, l'environnement, il doit être un allié de votre performance. Et dès que ça devient un obstacle, un petit peu, genre un truc que vous devez contourner, un truc chiant, typiquement, même si vous entraînez dans des salles, vous aimez pas, vous trouvez qu'elles sont mal foutues, etc. Changez, en fait. Parce que je pense que cet environnement, il a vraiment intérêt, en fait, à être construit de manière intelligente, d'où l'importance d'avoir une bonne architecture à vos séances. Deuxième point. On arrive sur le troisième point. Je pense, troisièmement, que la qualité d'exécution est le meilleur raccourci. Typiquement, on sait que les études ont démontré que aller chercher un volume important sur certains groupes musculaires ou même sur l'ensemble des groupes musculaires permet de maximiser le développement musculaire, maximiser l'hypertrophie et aller chercher les meilleurs résultats. Faire le plus possible, faire le plus de volume, etc., etc. Alors, loin de moi l'idée de contredire ça. Je pense qu'effectivement, en allant chercher du volume et en mettant par exemple beaucoup de volume sur un point faible, on va pouvoir rattraper ce point faible. Mais bon, ce que j'ai envie de toucher là, c'est plutôt le fait que dans la série, donc mettons que vous êtes en train d'exécuter un curl biceps et vous avez une série en 10 et 15 répétitions. Je pense que ici, à cet endroit, quand vous êtes autour de par exemple de votre 6e, de votre 7e répétition, quand ça commence à être dur, une technique irréprochable, une exécution techniquement irréprochable va vous permettre d'avoir un raccourci. En fait, le meilleur raccourci dans vos séries, le meilleur raccourci pour aussi compresser la durée de votre séance, c'est de faire une séance paradoxalement de grande qualité. Parce que en allant chercher cette exécution très propre, déjà vous allez recruter davantage de fibres musculaires par répétition, vous allez avoir une meilleure connexion mentale avec le muscle que vous ciblez. Ce qui est d'autant plus intéressant si vous êtes sur un point faible. Et dites-vous que 3 séries où l'exécution est propre vont produire un stimulus supérieur à 5 séries approximatives. Donc au final, par rapport au temps que vous passez au gym, vous allez aussi avoir généralement un plus grand retour sur investissement si vous êtes capable de faire de votre technique d'exécution en fait une technique d'exécution qui est propre, qui est quasiment... exécutez vos mouvements de manière
ok, ou avec une bonne standardisation, en faisant les choses bien, en retenant l'excentrique, ça va vous permettre in fine de compresser la durée de votre séance. Et au-delà de réduire le risque de blessure, ça vous permettra de vous entraîner de manière plus efficace et surtout que ces inputs, donc que cette 1h05 produisent davantage d'effets. Moi je pense que mais il faut passer par là, l'une des périodes où j'ai pris le plus de fun en salle, mais où je pense que j'ai possiblement fait les progrès les plus limités, c'est quand je m'entraînais pendant 2 heures, donc j'avais des inputs qui étaient très importants, mais que mon exécution n'était pas bonne, et du coup j'avais pas beaucoup de output. Et votre but en fait c'est aussi d'être le plus efficace possible, donc que le moins d'actions possible, le moins de répétitions possible, mais les répétitions les plus qualitatives possibles produisent le plus de qualité. Et on parlait de blessures, mais dites-vous que la façon la plus efficace aussi de ne pas perdre des semaines d'entraînement parce que vous êtes blessé bêtement par exemple sur un SLDL ou sur, je sais pas, même sur un mouvement de chest press, eh bien la façon la plus simple de sauver, d'économiser en fait ces semaines sans vous blesser, c'est d'avoir une bonne exécution. Du coup, alors que voilà, la blessure c'est vraiment le pire mot pour un bodybuilder. Du coup, dites-vous que cette technique d'exécution c'est le meilleur raccourci. C'est la meilleure façon de gagner du temps, non seulement dans votre séance, mais plus globalement dans votre processus, parce que votre séance sera plus productive. Et dites-vous qu'une séance productive, courte, mais avec des bonnes exécutions, vaudra peut-être mieux qu'une séance longue où vous vous envoyez comme un sauvage sur des séries de dingue mais sur lesquelles en fait vous avez un retour sur investissement qui est moins intéressant. Voilà. Du coup, réfléchissez-y, regardez un petit peu comment ça s'applique à votre pratique peut-être. Et dernièrement, le dernier point qui va venir un petit peu, pas faire une synthèse de tous les points, mais pour vous proposer un peu une façon différente d'y réfléchir. Essayez d'aller chercher une densité de training plus importante. Et ici, je pense que la densité, c'est vraiment l'une des métriques centrales qu'on doit considérer. Si je devais résumer un petit peu tout ce que j'ai dit en un concept, pour distinguer une séance courte et efficace d'une séance longue et somme toute assez médiocre, ça serait le concept de densité. Je pense qu'on doit distinguer la densité du volume. Le volume, c'est la quantité totale de travail que vous allez exécuter sur une séance. L'intensité en soi, c'est le pourcentage de charge que vous allez amener. Et la densité, ça va être la quantité de travail exécutée, produite par unité de temps. Et donc la densité, elle va être très intéressante parce qu'elle va intégrer la qualité d'exécution, elle va intégrer l'architecture de votre séance, elle va intégrer l'absence de temps mort cognitif. Et une séance dense, ça va pas être une séance épuisante, ça va être une séance dans laquelle chaque minute, vous avez réussi à produire quelque chose d'intelligent. Par exemple, sur vos 1h05, mettons que vous avez, 30 minutes de training, mais alors effectif, sur lequel votre exécution est léchée, sur lequel vous minimisez le temps où vous êtes dans les nuages, où vous êtes hors de la session, sur lequel une architecture de séance intelligente vous a permis d'avoir des déplacements dans le gym où vous n'avez pas fait 8 fois le tour du gym pour aller chercher une machine, etc. Bref, vous avez eu 1h05 dense, productive, durant laquelle vous avez pu rentrer un volume absolument monstrueux, peut-être même le volume que vous encaissiez avant en 2h15. Paradoxalement, c'est donc cette densité qui va rendre la séance plus courte, qui va pousser la qualité de votre séance, mais en même temps qui va l'écourter. Parce qu'on va réussir à atteindre le stimulus recherché plus vite. Vous pouvez réfléchir aussi en termes de dilution. Voyez un sirop bien sucré là, une grenadine bien sucrée, une grenadine bien fraîche même, parce qu'on est en période un petit peu caniculaire là. Voyez une grenadine bien fraîche. Si vous rajoutez juste un tout petit peu d'eau, mais elle va être sucrée les amis, elle va être... Et mettons que vous rajoutez maintenant 1,5 litre d'eau, vous faites un big glass de grenadine, là ça va être dilué, voilà, ça va perdre sa saveur en fait d'une certaine façon. Voyez votre séance un petit peu comme ça. On essaye de la diluer le moins possible avec des trucs inutiles. Et on se concentre sur la densité de travail, sur la façon dont on peut compresser le plus de qualité
en un temps le plus réduit possible. Et là, on parle même pas en fait de ce que ces gains de temps vont pouvoir vous permettre d'aller chercher hors du gym, hein. Parce qu'on en a parlé beaucoup, parce qu'on sait que ce temps gagné, il va vous permettre d'investir dans votre processus, il va vous permettre de dormir davantage, il va vous permettre d'anticiper vos repas, il va vous permettre éventuellement d'aller vous faire des amis. Du coup, voilà, construisez bien vos séances et je pense que c'est extrêmement, enfin pour moi c'est crucial. Et on va venir peut-être à un dernier point qui va faire office de conclusion, un point bonus. Tout ce qu'on vient de décrire, le fait d'avoir un script fermé avant d'arriver dans le gym, en fait de savoir spécifiquement ce que vous allez faire, le fait d'être précis, le fait d'avoir une architecture de séance et enfin le fait d'aller chercher une grosse densité au niveau du training, converge vers une idée un peu fondamentale, c'est que votre attention est une ressource limitée, mais c'est une ressource tellement fucking précieuse, les amis. Genre votre capacité à vous concentrer sur un truc, c'est ultra limité. D'autant plus que tous les experts aujourd'hui qui ont travaillé sur nos téléphones, sur nos appareils électroniques, enfin tout le monde redouble d'ingéniosité pour avoir notre attention, nous saper notre attention et réussir en fait à capter notre attention à une époque où notre attention elle diminue. De sorte que cette ressource, elle est de plus en plus précieuse, elle est de plus en plus rare, et si vous êtes capable de la diriger au bon endroit, si vous êtes capable d'agencer des séances qui vous permettent de protéger cette attention et de diriger cette attention au bon endroit, je pense que vous aurez des séances plus productives que 99% des pélos qui arrivent dans le gym, qui sont sur leur téléphone. Mais moi, je vous dis, quand je vois quelqu'un sur son téléphone, j'arrive à un point où, bien sûr, les gens rentrent leur charge et tout, mais on va prendre l'exemple des gens qui passent des appels au gym, mais le ref... S'il te plaît, arrête. Genre, lui-même, il me sort de ma séance parce que je le regarde, il passe un gros appel. Putain, ça me casse les couilles. Bref. Désolé, les amis. Là, on s'emporte, là. Là, on est sorti de la partie, en fait, de la densité intéressante du podcast, là. On est rentré dans la yapping part. Le temps additionnel. Oh là là. D'ailleurs, évitez aussi le temps additionnel dans les séances. Mais genre, je sais pas si vous voyez un peu ce à quoi je fais référence, mais mettons que vous vous entraîniez pendant 1h30. Et genre, aujourd'hui, vous savez pas pourquoi votre séance, elle dure 1h45. Là, pour moi, vous êtes dans le temps additionnel. Vous êtes genre dans une période où votre concentration est à la rue. Et tout devient plus difficile. Typiquement, c'est des moments qui sont assez prégnants aussi quand vous êtes en fin de déficit ou quoi, ou juste quand vous êtes totalement déconcentré. Vous êtes à un moment de votre séance où vous savez pas ce que vous foutez là en fait. C'est dur, vous subissez, c'est hardcore en fait. Du coup, évitez au maximum les temps additionnels dans le training. En lien avec la gestion de l'attention, évitez en fait qu'il y ait des séances qui vous grignotent, dans lesquelles vous avez des hésitations, vous faites des déplacements inutiles, vous avez des séries superflues. Tous ces trucs en fait un peu diffus, un peu désagréables, à la fin qui vous donnent l'impression que vous avez fait une séance éclataxe en fait. Du coup, le mot d'ordre, séance dense, séance cloisonnée, en fait séance qui soit un tunnel. Genre vous voyez tous les pré-workouts, ce qu'on nous vend, j'ai l'impression avec les pré-workouts, c'est la capacité à nous concentrer, la capacité à avoir un tunnel, à avoir une vision claire de la séance qu'on doit exécuter. Et je pense qu'on est capable de le faire tout simplement en allant intellectuellement y réfléchir et ensuite en mettant des choses en place, tout simplement. Du coup, ce que vous voulez, c'est d'aller du point A, du début de votre séance, au point B, qui est la fin de votre séance, et que le trajet, il soit le plus smooth possible. En gros, c'est ça le but de l'épisode. Du coup, j'espère que j'ai pu vous livrer des éléments qui ont pu vous aider et qui peuvent aussi vous amener à réfléchir de votre côté à la clarté de votre séance pour rendre votre entraînement non seulement plus court, mais aussi plus satisfaisant, plus clair, plus limpide en fait. Parce qu'une séance, c'est bien aussi qu'elle ait une fin visible dès le départ, genre qu'elle soit claire, que vous puissiez discerner lorsque vous commencez le premier exercice, la fin. Je pense que c'est important. Et
c'est même décourageant d'arriver dans le gym, de faire votre premier exercice et de vous dire « Oh motherfucker, il me reste encore 12 exercices, 8 séries par exercice, les exercices sont disséminés dans le gym, je suis encore là pendant 2h25. » Gros big up à Florentin parce que lui, je sais qu'il s'entraîne, les gens qui s'entraînent pendant des durées élevées, genre vraiment, je pense que, je sais pas, c'est chaud en fait, 2h30 dans la salle, bref. Fin du temps additionnel, fin du yapping, c'était un plaisir de vous avoir comme d'habitude dans cet épisode du journal d'un bodybuilder. N'hésitez pas à le liker, à le commenter et s'il y a des éléments qui vous ont fait réfléchir dans le cadre de ce podcast, qui ont suscité chez vous des trucs, n'hésitez pas. Petit commentaire, petit DM sur Insta, LMF03, on en discute. Et voilà, c'était comme d'habitude un très grand plaisir. Moi je vous retrouve très très vite dans un nouvel épisode du journal d'un bodybuilder. Donc je vous fais le résumé en 4 mots. La précision va compresser votre volume. Faire moins, ça voudra dire faire plus. Peut-être le premier point. Deuxième point, prise de décision avant de rentrer dans la séance pour essayer d'évacuer au maximum la fatigue mentale. 3, l'architecture de votre séance. Il faut qu'elle soit bonne. Et dernièrement, la densité comme métrique centrale avec en filigrane la gestion de votre attention qui est extrêmement importante. Merci de vous avoir donné mon attention et on se retrouve très bientôt. Allez, à plus. De vous avoir donné votre attention. De m'avoir donné votre... Oh, bon allez, salut.